Non, mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas pouvoir dialoguer. On va le Cela faire. tiendra. Ça va bien, j'espère. On va le faire avec un ancien grand maître, donc on a sous la main. Pierre Simon, est-ce qu'on a quand même, quand on est maçon, est-ce qu'on a un peu plus d'avantages dans la société, civile ou politique? Est-ce qu'il y a vraiment des coups de pouce, des entraides, comme, disons, un grand nombre de gens le pensent? Non, mais je crois que vous êtes en train de reprendre une confusion qui existe dans l'esprit du public. La franc-maçonnerie n'est pas une association dont le but est l'entraide matérielle. Les initiés viennent chercher un ressourcement moral, viennent faire opérer leur propre transformation, et il n'y a en particulier à la Grande Loge de France une interdiction de politique. En revanche, il y a lorsque, et cela figure dans le rituel de la fermeture des travaux en loge, le président de la loge, qu'on appelle le vénérable, dit « Maintenant, allez en paix, ce qui vous a illuminé à l'intérieur, vous devez le répandre au dehors. » Et c'est au dehors que le maçon, mais en qualité de citoyen, de républicain, va à sa place, à la tête de la cité, à la tête ou au sein d'un gouvernement, ou dans la gestion des affaires administratives ou publiques. Il va essayer de refaire passer cette espèce de lumière, cette espèce de raison illuminée qu'il aura acquis à l'intérieur de la loge pendant les travaux. Et est-il vrai que vous vous serriez les coudes les uns les autres? Parce que ce sont les chiffres qui nous ont impressionnés dans le reportage de Pujadas et du Châtenay. 100 députés sur 577, c'est beaucoup par rapport à la société française. Écoutez, j'ai eu le privilège de travailler dans des cabinets ministériels, et en particulier avec l'un d'eux, avec un ministre que j'affectionnais particulièrement. Vous avez initié d'ailleurs. Que j'avais initié. Je puis vous dire que lorsque on était en position de choisir entre deux individus, si le maçon avait une qualité moindre que le non-maçon, le choix était opéré en faveur de la meilleure qualité. C'était la qualité de choix qui opérait. Mais à compétence égale, vous choisissez plutôt le maçon. À qualité égale, il est humain en général, de même que lorsque deux polytechniciens sont en balance face à d'autres disciplines, eh bien c'est le polytechnicien qui est choisi. Il va de soi que les amitiés, à cet égard, peuvent jouer parce qu'il y a une similitude dans la méthode de pensée et dans la façon de résoudre un problème. Il y a, lorsque vous êtes dans un cabinet ministériel, par exemple, vous êtes face à un texte à légiférer, un texte à rédiger, ou bien une détermination à prendre. Chez le maçon, il y a toujours une philosophie qui préside à la réflexion, puis à la décision, puis à l'écriture. Ce qui n'existe pas forcément dans les autres, dans les autres systèmes, ou chez les autres collaborateurs, aussi qualifiés soient-ils, dans un ministère ou dans une administration. Le fait que nous ayons une formation morale supérieure, le fait que nous soyons déjà habitués à la réflexion sur les problèmes de société, et je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, la loge est un laboratoire de société, et c'est vrai, parce que les frères viennent de tous horizons et de toute formation politique, eh bien, à cet égard, il y a une possibilité, une facilité et un système philosophique qui va prévaloir à la rédaction du texte. Juste une dernière question, Pierre Simon. Est-ce que ce que dit Guy Pen, le socialiste Guy Pen, à propos de l'éventuelle initiation de Valéry Giscard d'Estaing est vrai? Est-ce qu'il avait demandé à devenir directement maître? Écoutez, j'ai une fréquentation solide avec Valéry Giscard d'Estaing. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur cette invitation, c'est moi qui l'avais rédigée, puisque Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, était ministre des Finances. Dans la conversation que nous avons eue et dans la modalité de rédaction du texte qu'il a prononcé à la Grande Loge de France, il est certain qu'il a manifesté des dispositions dans le cadre de l'humanisme qui nous est propre que n'ont pas su manifester ensuite d'autres premiers ministres déjà en place qui se sont succédés. Le problème de son initiation ne s'est jamais posé, comme l'a dit mon ami Guy Pen tout à l'heure.
On a fait courir des bruits par le canal de journaux satiriques et autres. La réalité n'a jamais été celle-là. Il avait un intermédiaire qui était Victor Chapeau, qui venait traiter les problèmes qui pouvaient concerner le président Valéry Giscard d'Estaing et la maçonnerie. Et je dois dire que jamais sa demande n'a été formulée dans le sens où tout à l'heure vous l'avez abordé. Est-ce qu'on peut dire que tous les présidents qui se sont succédés en France sont toujours assez solidement entourés de maçons? Ils ne sont pas maçons eux-mêmes. Écoutez, j'étais celui qui, alors que grand maître, a renoué avec, n'a pas renoué puisque la tradition n'existait pas, a créé la visite que faisait annuellement le grand maître au président de la République. Et je dois dire que c'est grâce à Lucien Neuwirth, que nous avons vu tout à l'heure d'ailleurs, que j'ai, lorsque le président Pompidou était à la tête de l'État, amorcé la première visite pour que la franc-maçonnerie soit comprise comme un instrument au sein de la société qui fabriquait, comment dirais-je, qui essayait de lui donner un sens et que l'État devait compter avec la présence des francs-maçons. Merci beaucoup Pierre Simon. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la franc-maçonnerie, et je pense que ce reportage vous aura aidé, il y a un homme qui avait une aura très grande, notamment à la tête du Grand Orient, dont il a été grand maître longtemps. Il a joué un grand rôle dans la cohabitation. Parce que la franc-maçonnerie a joué un rôle politique important dans la cohabitation. C'est vrai, et c'est vrai que Michel Barouin, qui est cet homme que décrit donc Jean-Michel Blanquet au Chéplon, Michel Barouin, les secrets d'une influence, c'était un homme qui en effet servait souvent de passerelle entre, disons, la gauche et la droite, et avait de très fortes influences, puisque c'était le patron. J'ai très bien connu Michel Barouin, et nous avons tous les deux été l'élève du même maître et ami qui était Edgar Faure. Voilà. Donc vous nous confirmez que Edgar Faure était bien franc-maçon? Non, je n'ai pas du tout. Ah bon, parce qu'il y avait un doute. De le mot maître. On a des maîtres dans la vie. Voilà. Edgar Faure, par exemple, m'a appris ce que c'était une majorité d'idées. Et si, par exemple, on a pu faire passer la législation sur l'avortement, eh bien, c'était parce que, par le canal en particulier de la fraternelle parlementaire, d'une part, mais d'autre part aussi par d'autres amis qui aiment bien écouter la pensée maçonnique et réfléchir avec nous, c'est par-dessus les partis que l'on a pu faire passer la législation sur l'avortement, qui, vous vous en souvenez, a été amenée par Valéry Giscard d'Estaing, mais qui n'a pas été votée par des partis particulièrement. C'était à l'intérieur de chaque parti que nous avons su soulever la réflexion et parvenir à cette majorité d'idées. Eh bien, c'était Edgar Faure qui nous l'avait enseigné. Eh bien, merci d'avoir été à vous seul le débat, finalement, de ce soir. Si vous voulez en savoir plus aussi, parce qu'il y a eu toute non pas une légende d'ailleurs, mais un fait avéré sur les francs-maçons et le Vatican. Le Vatican avait l'habitude d'excommunier les francs-maçons, mais il existe des prêtres à l'intérieur de la Grande Loge de France, je crois qu'on peut le dire. Si vous me donnez une petite minute, je vous rappellerai que j'ai en 1971, je crois, négocié avec Rome la visite à la Grande Loge de France à l'époque c'était le cardinal Marty, mais il était pris avec l'affaire des gauches, et c'est donc le monseigneur Pézeril que j'ai reçu à la Grande Loge de France. Et cette négociation a été menée par Jacques Fauvet, alors à l'époque directeur du Monde, le père... je vais retrouver son nom dans une seconde, et Alain Guichard, qui était le journaliste du Monde spécialisé, catholique, je répète, qui est aujourd'hui président des journalistes catholiques, et l'autre était le père Jean-François Six, et ce sont les trois qui, à Rome, ont fait la négociation de telle sorte que, rompant avec une absence de 200 années, j'ai pu recevoir officiellement maillet battant, selon un rituel qui avait été fait par Mozart pour recevoir l'archiduc à l'époque de son temps, et bien que j'ai reçu maillet battant. C'est-à-dire maillet battant? Maillet battant, c'est un rituel qui permet, lorsqu'on reçoit, on frappe, on martèle les pas. N'est-ce pas? C'est le summum de l'honneur que l'on peut accorder à un visiteur. Et la grosse caisse dans le... En rompant avec 200 années d'absence d'un prince de l'Église à la Grande Loge de France, j'ai refait la collaboration possible, puisqu'à l'époque, je le rappelais, il y avait un matérialisme montant, et que je pensais que la Grande Loge de France et la franc-maçonnerie en général d'une part et l'Église d'autre part avaient en face d'eux un ennemi commun qui était un système matérialiste qu'il fallait
coup sûr contenir. Voilà, je rappelle que Mozart était maçon et qu'on trouve des traces de son influence maçonnique dans un grand nombre d'opéras, et notamment bien sûr Don Juan. Donc si j'évoquais ce livre de Jean-Michel Merle et de Michel Viau, c'est qu'il s'intitule justement Quai Voltaire, ces francs-maçons qui croient en Dieu, et qu'il y a Jean-Michel Merle est un historien des religions et Michel Viau est un pasteur. Ils sont francs-maçons tous les deux. Tous les deux francs-maçons. Lui a été membre du Grand Orient et aujourd'hui il est à la Grande Loge nationale française. Michel Viau était à la Grande Loge de France, il était mon collaborateur. Et alors je crois que ça illustre parfaitement le principe de réflexion de la Grande Loge de France. Quiconque entre en maçonnerie ne connaît pas d'entrave à la recherche. Et Michel Viau, au terme de sa recherche, a trouvé Dieu. Et par conséquent, il avait également sa place à la Grande Loge de France pour des raisons personnelles et théologiques. Il est maintenant à la Grande Loge nationale dite Binot. Voilà, la Grande Loge nationale française. C'est le parcours d'un homme libre. Il est d'ailleurs possible pour un maçon d'appartenir à plusieurs obédiences en même temps. Non. Ça arrive. Enfin, on connaît des cas. Merci de nous avoir éclairé, Pierre Simon. J'espère que nous, à notre tour, on vous a éclairé. Il y aura un prochain Droit de savoir qui aura lieu le 4 novembre, le jour même des élections américaines. Donc nous allons focaliser sur le président, soit le nouveau président, Bill Clinton, soit l'actuel, George Bush. Nous verrons bien, un mois pour cela. Et puis d'autres numéros en préparation, des numéros spéciaux. Dans quelques instants, du sport avec une vraie surprise, puisque je vous le dis tout de suite et vous le verrez en image, Marseille a été battu pour la première fois depuis 8 mois, battu par Bordeaux, le grand ennemi de toujours, les Girondins de Bordeaux. Et puis ensuite le journal en images de Laurent Félix. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.